Très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre désormais traditionnel plateau de la Fondation, avec un ordre du jour particulièrement dense et intéressant ce soir. On va commencer par nous intéresser à une thématique qui me tient particulièrement à cœur depuis maintenant 3 ans, qui est celle des métiers. De l'avenir des métiers du grand âge et du soin, et qui est un défi en réalité à la fois un défi français, et le rapport Libault l'a placé à juste titre au cœur de la problématique de l'accompagnement du très grand âge dans notre pays, mais qui est en fait un défi mondial. Il se trouve qu'au début de la semaine, j'étais à une réunion qui est désormais traditionnelle à Londres de tous les acteurs de la santé et du grand âge, tout continent confondu. Et d'année en année, on voit monter la thématique de la formation au métier, de la formation aux métiers médicaux, aux métiers paramédicaux, aux métiers de l'accompagnement en général, au fur et à mesure que les défis de santé publique à travers le monde sont désormais des défis d'accompagnement de malades chroniques, avec tout ce que ça suppose en fait comme pluridisciplinarité et comme capacité de prise en charge pluridisciplinaire et dans le long terme. Donc je pense que c'est très intéressant qu'on puisse dédier aujourd'hui du temps de ces plateaux pour écouter finalement ce que différents acteurs aujourd'hui innovants du grand âge font pour promouvoir à la fois les expertises médicales, des formes nouvelles d'exercice au domicile avec petit-fils, et puis qu'on puisse tous ensemble débattre de la manière de s'organiser pour mieux répondre à ces défis. Je voudrais juste citer un chiffre qui a été celui avancé pour la première fois par Agnès Buzyn il y a de cela quelques semaines, qui est de 65 000 postes d'aides-soignants vacants, pas seulement dans le secteur du grand âge, mais globalement dans le système de soins français. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est le dernier chiffre, je ne sais pas comment il a été calculé. Le simple fait qu'il n'ait jamais été articulé jusqu'à présent montre qu'on manque cruellement aujourd'hui d'une vision exhaustive des besoins, de l'endroit où ils se situent et de la meilleure manière d'y répondre. Et je pense que nous tous, acteurs d'une manière ou d'une autre du système de santé, nous avons à nous intéresser à ce sujet, à le prendre en main. Et on sera tout à fait capable, comme d'autres secteurs d'activité l'ont été avant nous, de trouver les bonnes réponses, de faire connaître nos métiers, de faire connaître toutes les compétences et tout ce qu'ils portent avec eux de sens et d'utilité, de les promouvoir, et c'est comme ça qu'on aura la meilleure des réponses à nos défis. Deuxième temps, ce sera la deuxième année de remise du deuxième prix, de la deuxième session du prix de la Fondation. Et comme l'année dernière, avec Les Oreilles en balade, qui nous a accompagnés toute l'année, avec lequel d'ailleurs on continue à travailler cette année avec des projets de mémoire orale à travers la France auprès de résidents de maisons de retraite, eh bien voilà, je ne lèverai pas aujourd'hui, pas à ce stade, le suspense sur qui seront les lauréats, mais on a eu là encore des très très belles candidatures, des très beaux dossiers qui ont fait les délices du conseil scientifique de la Fondation, n'est-ce pas Serge, mais qui nous ont amenés à nous retrouver autour d'un prix, d'un grand prix, et comme l'année dernière, d'un coup de cœur. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est pour après le plateau. Et puis, dernier temps, c'est vraiment une valse à 3 temps. Je fais à la place de Serge, qui est toujours très modeste, sa promotion, la promotion de son dernier ouvrage. Serge a toujours le chic pour aller choisir les thématiques de demain et d'après-demain. Et donc, vous ne le savez peut-être pas, mais son dernier ouvrage s'intéresse au quinquado. Tout est dit. Il y a certainement un certain nombre de quinquados ici parmi nous. Moi, j'en suis pas encore. Je suis une quadrado, mais bientôt quinquado. Et donc, Serge, je crois que tu es prêt à dédicacer, pour ceux qui le souhaiteront, ton ouvrage. Peut-être tu pourras nous en dire quelques mots. Je pense qu'on sera très intéressés de t'entendre en parler. Voilà, donc un ordre du jour assez éclectique, un panel prestigieux pour l'animer. Et nous avons d'ailleurs l'honneur d'accueillir une ancienne ministre, Michèle Delaunay. Voilà, Madame la ministre, vous êtes ici, pour jouer les grands témoins et nous challenger sur ces métiers du grand âge, des métiers pas comme les autres. Et tout de suite, pour lancer ce plateau, je vous propose de regarder le témoignage justement d'une de celles, en l'occurrence, qui exerce un de ces métiers pas comme les autres. Les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait ici. Ils ont l'impression qu'on ne fait rien.
Nous, il n'y a pas de résultat et on n'attend pas de résultat. De Funès. Un acteur. Tout le monde est d'accord ou pas? Je suis ASG, assistante de soins en gérotologie. Dans l'accompagnement, pas au niveau du soin, mais plus au niveau du maintien de l'autonomie. Essayer que la vie en structure soit la plus simple possible et qu'elle ressemble au mieux à leur vie d'avant. Si je vous dis Édith Piaf. Je vous en ai parlé d'une tout à l'heure, La vie en rose. Vous pouvez me le fredonner, l'air? On est 2 personnes à travailler sur cette unité. On essaye de remplir leur quotidien. Ils sont stimulés, ça vit. Il y a des émotions, il y a des réactions. On leur donne le moyen de dire ce qu'ils pensent. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'attraper les petites coccinelles. Les thérapies non médicamenteuses, c'est tout ce qu'on peut faire pour soulager une angoisse, par exemple, sans la prise de médicaments. Excellent, bravo. Ça leur fait plaisir d'aider, de se sentir utile. Alors montrez-moi. On prend comme ça, surtout que là, les aiguilles, elles sont fausses. Ça fait partie des thérapies non médicamenteuses. Ça permet une concentration fine. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est un talent. C'est un talent parce que j'ai voulu y arriver, donc j'y suis arrivée. Donc ça veut dire que je peux y arriver. Oui. Toutes ces thérapies non médicamenteuses, ça aide le patient, mais ça aide aussi nous, professionnels, parce que ça donne un autre sens. On se sent utile autrement. Je suis très contente, parce que je vous aime beaucoup. Je vous le dis parce que c'est vrai. Le sourire des résidents. Cette méthode nous permet de valoriser tout ce qu'ils savent encore faire. Et ils savent faire plein de choses. Mes hommages aux unes et bonsoir aux uns. Merci Sophie de cette valse à 3 temps. Juste avant Édith Piaf, on était quand même dans un style, voilà, on avait choisi nos problématiques musicales, mais évidemment qu'elle parle à beaucoup d'autres personnes. Alors, on a fait de nombreux plateaux. Celui-ci avait une grande importance pour nous. On a mis du temps à le préparer parce qu'on pensait vraiment que, évidemment, la question des métiers est totalement centrale. Je dirais même que c'est d'une certaine manière, de la manière dont on valorise les métiers d'un secteur, dit ce que l'on pense de secteur et comment on le valorise ou non dans ce domaine. On parle souvent d'une société du care, d'une société du soin, d'une société plus attentive, plus bienveillante aux plus fragiles, quelle que soit l'origine de la fragilité. Derrière cela, il y a aussi, bien sûr, comment on valorise, comment on accompagne, comment on suit, comment on trouve des chemins professionnels aux personnes qui se destinent à cette activité. On rappellera d'ailleurs que quand on parle des personnes, je devrais dire d'abord des femmes, puisqu'à 85%, ce sont des métiers non pas réservés, mais où de fait, sont plutôt les femmes qui s'y orientent ou qui sont orientées, puisque parfois, au départ, en tout cas, ne le choisissent pas nécessairement. Donc, encore une fois, vraiment, c'est un sujet absolument majeur, et c'est vrai qu'il fait aussi miroir avec l'actualité, puisque dans le rapport Libault, ce domaine-là a été très pris en considération, en tout cas dans les attendus, dans les conclusions. On verra après ce que ça donnera, mais en tout cas, à ce moment-là, réjouissons-nous déjà de cet élément. On a vu aussi avec le film que les métiers, les diplômes, les formations existent, et que je suis sûr qu'une partie des personnes ici présentes, pourtant connaisseurs du secteur, ne connaissent pas nécessairement ces assistantes à la gérontologie, par exemple. Ce sont des diplômes, des petits diplômes, des surdiplômes, et ainsi de suite, qui ne sont pas nécessairement très très connus je dirais même pas du grand public, mais simplement d'un public informé. Tout ça pour dire aussi que c'est un secteur qui est aussi en mutation, qui est aussi en travail, qui est aussi en réflexion, et qui avance de la même manière qu'avance le domaine en question, et encore une fois, qu'avance la manière dont on a à accueillir, à accompagner les plus âgés, les plus fragiles, les personnes qui sont dans telle ou telle situation de fragilité où il y a un besoin justement d'être accompagnés professionnellement. Et je crois qu'il faut rappeler que ces métiers-là, qui ne sont pas toujours des métiers hyper qualifiés au départ, demandent une première qualification, qui est tout simplement une qualification humaine, une qualification de cœur, une qualification d'âme, et qui ne s'apprend pas toujours à travers des diplômes, mais qui s'apprend parfois par la vie, qui s'apprend tout simplement par la personnalité. Il y a des gens aussi, Françoise Sagan disait, il y a des gens qui naissent jeunes et d'autres qui naissent vieux. Il y a aussi sans doute des gens qui naissent bienveillants et d'autres qui naissent moins bienveillants, voire malveillants. Donc c'est aussi tout ce travail-là de comment on valorise cette notion de bienveillance. Alors pour réfléchir à tout cela, on va faire donc d'abord en 2 temps.
Je vais demander à trois personnes de bien vouloir me rejoindre sur scène. Et puis ensuite, Michel Delaunay va être obligé pendant un premier temps de faire quelque chose qui lui est très difficile. Je sais parce que j'ai la même maladie, c'est de ne rien dire. Oui, je sais, je te préviens tout de suite parce que... Voilà, donc, mais après, ne vous inquiétez pas, ensuite, elle se vengera. Alors, je vais demander à Arnaud Coppen de bien vouloir me rejoindre. Arnaud, donc, nous vient directement en vélo de Poitiers. Hein, voilà, c'était important pour Arnaud parce qu'il défend énormément, c'est donc un médecin gériatre, il est au CHU de Poitiers, mais il défend énormément l'activité physique adaptée et tout ça, et il la pratique lui-même. Il considère qu'il doit être en cohérence avec ce qu'il dit à ses patients. Johan Girard, qui vous verrez a les plus belles chaussettes de la profession. Et donc, Johan représente à la fois la structure, la Croix-Rouge, donc une marque évidemment comme tu veux. Alors, Johan intervient aussi dans le master que je dirige et je dois le dire, les étudiants en redemandent à chaque fois. Donc c'est aussi important. Il y a à la fois donc, cet homme qui travaille autour de la question des personnes âgées, du service à domicile au sein de la Croix-Rouge aujourd'hui, mais c'est aussi quelqu'un qui tient à être aussi un pédagogue, qui tient aussi à être un formateur. Et je crois que les deux éléments, on y reviendra. Et puis Pierre Gauthier, qui lui donc est l'un des directeurs associés de Petit-Fils, et donc sur un autre regard, puisque là c'est celui des services à la personne. Donc on a voulu aussi comme ça des regards très très différents, parce que le secteur justement a cette diversité à la fois d'action, mais aussi de personnel autour de ça. Alors d'abord avec Arnaud, tout simplement, vous êtes le vice-président de l'association des jeunes gériatres. Alors, on pourrait dire, pourquoi y avait-il besoin de créer cette association ? Question pas du tout téléphonée, hyper originale, mais je crois quand même qu'elle était importante de démarrer par ça. Très important de commencer par le commencement. Pourquoi nous avons créé une association des jeunes gériatres ? Alors en fait, elle existe depuis presque un peu moins d'une vingtaine d'années, depuis 2001. La spécialité, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est bien implantée à l'hôpital, mais le fait qu'il y ait des jeunes qui se fédèrent autour de ces spécialités-là, ça a été en fait depuis 2001. Et donc le docteur Sophie Moulias qui a créé cette association, elle a évolué au fur et à mesure des années. Le métier a évolué aussi. Hein. Vous savez qu'il y a eu des diplômes qui se sont créés petit à petit. Un diplôme tout d'abord d'études supérieures complémentaires. Et là, depuis 2017, et c'est là où c'est important, c'est que maintenant la gériatrie est une spécialité à part entière, comme la cardiologie, la gastro-entérologie, la médecine générale. C'est-à-dire que les internes, une fois qu'ils ont passé le concours de l'internat, peuvent choisir cette spécialité et après faire un cursus d'internat de 4 ans orienté vers la prise en charge du sujet âgé. Et donc, 2017, c'était il y a très peu de temps, et on a été confronté à un problème qui était un problème d'attractivité. C'est-à-dire, finalement, pour ces étudiants en médecine, comment on se projette vers ces métiers du sujet âgé, sachant que le patient âgé n'est pas forcément valorisé à l'hôpital. À l'hôpital, c'est vrai qu'on fait une médecine technique, une médecine de pointe, et souvent les sujets âgés, voilà, ils sont un peu fragiles, faibles, etc. Et il y a besoin de valoriser ces métiers-là, notamment auprès des autres spécialités et auprès de ces étudiants en médecine. Donc on a essayé de faire une campagne de communication, alors vous avez quelques slides qui passent derrière, pour essayer justement de montrer qu'en fait le médecin gériatre, c'est pas quelqu'un qui s'occupe que de trouver une maison de retraite, enfin un EHPAD pardon, aux patients âgés, et ne tient pas que la main des patients âgés. On fait aussi une médecine technique de pointe, tout en prenant finalement ce patient en charge dans sa globalité. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes d'organes, on se surspécialise parfois sur le cancer du sujet âgé ou sur la cardiogériatrie, mais on prend en charge le patient de A à Z. Voilà, nous, on a été assez attachés au fait de dire qu'on est le Dr House du sujet âgé, c'est-à-dire qu'au finalement, Dr House, tout le monde voit ce que c'est un médecin qui prend en charge des choses un peu techniques, mais qui voit le patient dans sa globalité, il va creuser, chercher, etc. Ça, c'est très important, et donc on a essayé de casser un peu les différents clichés qui pouvaient coller à notre spécialité pour rendre cette spécialité attractive. Donc voilà, donc c'est vrai que depuis 2017, on est un peu plus présent sur les réseaux sociaux, un peu partout, et on essaie justement de défendre notre spécialité, l'image de cette spécialité, pour voilà, la rendre attractive auprès des médecins et futurs médecins. Et bravo, parce que cette campagne ou ces campagnes de pub marquent aussi justement, vous parliez à un moment donné de changer de regard. On y voit quand même, vous aviez une volonté assez forte d'avoir aussi des regards un petit peu différents.
Ouais, on a utilisé beaucoup. Alors vous voyez, hein, c'est vraiment, on essaie d'utiliser des images qui n'ont rien à voir avec le patient âgé. On essaie d'être vraiment sur. Voilà, on a un cœur de cible de jeunes qui a vécu avec les jeux vidéo, les dessins animés, les choses comme ça, et de lui dire voilà, toi, tu peux être la spécialité d'avenir. Tu peux justement changer avec nous la société à travers cette spécialité médicale. Et c'est extrêmement important d'entraîner ces jeunes avec nous. On se rend compte aujourd'hui que les internes en gériatrie sont extrêmement bons finalement, et on arrive à les former de façon optimale sur la médecine du sujet âgé. Ils ont un intérêt, ils sont tous extrêmement heureux de faire cette spécialité, et ça marche très bien. Maintenant, il faut vraiment les attirer vers nous. Alors, sans du tout trahir de secret, l'équipe de communication m'a expliqué qu'en fait, toutes les images, toutes les photos ont été prises chez vous. En fait, parce que vous utilisez beaucoup ces jouets, ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est bien aussi de s'impliquer autant. Exactement. Parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi. J'ai pris toutes les photos chez moi, exactement. Voilà, j'ai ça, tout fait. Par contre, ouais. c'est vrai que c'est fait maison, et voilà, c'est beaucoup pioché à droite à gauche, mais voilà, c'est fait. Ouais. Exactement. Oui, parce que c'est aussi une association de gens assez militants. C'est-à-dire que vous pensez que, c'est pas si simple que ça de faire venir sur ce secteur-là, et que deux, les gens qui du coup y viennent ont envie de le faire connaître aux autres et ils sont militants de la cause. En fait, exactement. Le problème, c'est que, c'est sûr, quand vous dites à vos parents, vos proches, je fais médecine, ils disent génial, il fait médecine, c'est génial, il va finir neurochirurgien, cardiologue. Et quand il a passé l'internat, il a beaucoup travaillé, etc. Il est reçu au concours de l'internat, très bien, bravo. Et là, il choisit la gériatrie. Alors tout le monde dit il est arrivé dernier. Il est arrivé dernier. Il n'avait rien d'autre. Il n'est même pas arrivé dernier, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que mon fils qui va devenir médecin, docteur, j'en ai parlé à tout le monde dans le quartier, finisse par prendre la gériatrie? Parce que finalement, cette décision-là, elle est un peu, tout le monde l'attend, qu'est-ce qu'il va choisir, et finalement, gériatrie. Et donc, il se dit, mais c'est pas possible, il va finir dans un EHPAD, bref, on est assez rapidement sur les clichés, qui sont aussi les clichés qui sont véhiculés dans la société. Et donc, c'est vrai que, mais c'est important de valoriser ça, de montrer que non, ce médecin-là va faire une médecine à la fois extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité et en s'adaptant au patient. C'est ça vraiment la spécificité du gériatre, c'est que finalement on évalue le patient, on voit ses capacités et on s'adapte, on essaie de trouver le meilleur traitement qui va lui permettre d'avoir la meilleure qualité de vie derrière. Voilà, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire vraiment, on ne va pas proposer par exemple une chimiothérapie à tous nos patients. C'est-à-dire si on a un patient qui est déjà très fatigué, une chimiothérapie, ça va peut-être le clouer au lit et il ne va jamais pouvoir s'en sortir. Donc vraiment, ce patient-là, on va adapter le traitement, on va essayer de trouver le meilleur traitement qui lui permette d'avoir la meilleure qualité de vie possible derrière. Et donc ça, c'est une spécificité extrêmement importante de notre métier. C'est ça qu'on essaie de montrer. Alors Arnaud, si on reste justement sur ce rapport-là, est-ce que les jeunes gériatres, les nouveaux gériatres, est-ce qu'ils ont un regard différent avec, je dirais pas sur, mais avec les patients, avec les personnes en demande de soins, et aussi avec leur entourage? Je pense à un proche, à une famille, et aussi à des aidants. Est-ce que dans les mentalités, parce que souvent, on a un discours assez rude, sur un discours très technique par exemple, est-ce que le fait d'avoir choisi gériatrie, et donc de peut-être ne pas faire que de la question technique, une question majeure dans la médecine, est-ce que ça se traduit véritablement? Alors il y a deux aspects. Il y a déjà le fait d'avoir choisi la gériatrie, fait que forcément on est déjà intéressé par la question humaine. Ça c'est important, et c'est vrai qu'on ne va pas opposer du tout les générations de gériatres, ça c'est important. Tous les gériatres font extrêmement bien ce travail de communication humaine et de remise en place centrale du patient dans son projet de soins. Voilà, ça c'est vrai. Après, c'est clair que le fait d'être jeune fait qu'on a grandi après la loi du 4 mars 2002. Donc c'est vrai que cette loi du 4 mars 2002 qui remet vraiment le patient au centre du soin, nous, on a été biberonnés avec. Pour nous, c'est clairement logique en fait d'avoir un patient qui choisit son traitement, à qui finalement on donne des pistes, on informe sur sa maladie, les options, et on choisit vraiment main dans la main avec lui la meilleure option thérapeutique. Donc ça, c'est sûr. Après, la famille, les aidants, ils sont présents, ça c'est sûr. On les associe en permanence avec eux, mais il est très important de garder à l'esprit que c'est le patient avant tout. Et donc en fait, même pour des patients finalement qui ont des maladies cognitives, pour lesquels on se dit il n'est plus en capacité de prendre des décisions pour lui-même, c'est quand même important de poser la question au patient et de l'accompagner, de l'amener vers le choix de sa thérapeutique. Voilà, donc ça après, bien sûr qu'il y a des cas extrêmes où c'est pas possible, on va dire, il y a des cas où on a tous à l'esprit où on est obligé d'amener ça avec l'aidant, etc., avec la famille. Mais c'est très important de garder le patient en ligne de mire et de toujours essayer de l'informer, lui en priorité. Et bien sûr qu'on posera après les mêmes questions à l'aidant qui
à ce rôle, ce métier entre guillemets extrêmement compliqué et qui va, j'espère, évoluer en plus avec le rapport Libault, qui en parle beaucoup de l'aidant, de remettre en place l'aidant, d'aider encore plus. On sent qu'il y a eu des progrès qui ont été faits, mais que l'aidant souffre encore beaucoup aujourd'hui. C'est une place pas simple. Et donc ça, on les accompagne au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a nécessité d'accompagner encore plus ces aidants, et pas qu'à l'hôpital. Vraiment, c'est en ville, il faut qu'il y ait un relais et un accompagnement de ces aidants, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre les échanges. Je vais passer à Johan Girard. Monsieur Croix-Rouge, et peut-être justement d'ailleurs, tout simplement pour démarrer, ça représente quoi l'accompagnement des plus âgés, que ce soit en maison de retraite médicalisée ou au service à la personne, ça représente quoi en termes de nombre de personnes, de nombre d'emplois, de nombre de qualifications? Alors, concernant la Croix-Rouge française, on représente effectivement différents secteurs. Finalement, sur les territoires, on a des activités très denses. À l'échelle nationale, évidemment, ce n'est pas le groupe Corian, mais il y a effectivement un certain nombre d'actions qui sont menées sur chaque territoire. Donc, pour la partie formation initiale, c'est 34 centres de formation, enfin d'instituts de formation infirmiers, c'est 33 instituts de formation aides-soignants. Donc, ce qui représente à peu près 11% je dirais, de la population d'effectifs aides-soignants formés et 12% pour la partie infirmier. Donc en termes effectivement de formation initiale, ça pèse sur l'ensemble du territoire national. Après, au niveau de l'accompagnement, on fait de l'accompagnement en établissement et de l'accompagnement à domicile, que ce soit les SIAD, les SAD ou en SPASAD, les ESA pour les équipes spécialisées Alzheimer et des SAD. On fait au niveau des SAD 1 114 000 heures à peu près par an. Et notre stratégie est évidemment en cohérence avec les orientations du rapport Libault sur la reconfiguration de l'offre en plateforme de coordination gérontologique et en pôle d'expertise gérontologique sur chaque territoire pour qu'on ait toujours dans chaque écosystème local une expertise gérontologique de proximité et enfin peut-être de véritables guichets uniques. Voilà globalement pour la présentation. Alors donc, on voit qu'il y a de l'implication. C'est aussi d'ailleurs, je ne sais pas combien il y a de salariés directement sur ces secteurs-là. Enfin, je présume qu'il y en a... Alors, sur l'ensemble des salariés Croix-Rouge, on représente 18 000 salariés, mais c'est toute filière confondue. Oui. Par contre, la particularité, je dirais, de la Croix-Rouge, et ce qui en fait aussi une force, en tout cas dans la thématique de la cohésion sociale, c'est qu'on représente 70 000 bénévoles qui interagissent évidemment contre la lutte contre l'isolement des personnes âgées, qui est un élément fondamental, d'ailleurs que ça soit à domicile, et même très souvent à domicile, et également aussi en établissement, surtout sur les temps un peu plus creux, l'approche du soir et de la nuit, qui sont souvent des éléments assez anxiogènes pour les seniors, et d'où les partenariats que l'on fait avec nos bénévoles pour faire par exemple des campagnes de visiteurs du soir. Voilà, c'est un exemple. Les bénévoles d'ailleurs, la répartition, l'importance des retraités? Alors effectivement, on a de nombreux bénévoles entre guillemets vieillissants. Maintenant, on va dire que le modèle de bénévolat évolue. Avant, il y avait un engagement très très fort sur un temps dédié avec des contrats de bénévolat pouvant être prégnants dans, je dirais, l'organisation de vie. Maintenant, beaucoup de jeunes veulent s'engager, ce qui est une bonne nouvelle, mais sur des modalités beaucoup plus courtes. Des heures par-ci par-là, des week-ends par-ci par-là. Donc ça montre l'engagement, mais avec aussi l'évolution de la société. La Croix-Rouge s'adapte aussi à l'évolution de ce modèle de société. Alors du coup, la Croix-Rouge, c'est une marque extrêmement importante. Est-ce que vous avez justement cette problématique de recrutement? Est-ce que vous avez du mal à trouver à tous les échelons des personnes pour venir travailler auprès des plus âgés? Eh bien, j'ai un scoop. Oui. Nous avons également les mêmes problématiques, aussi bien, je dirais, dans le recrutement dès les centres de formation, puisqu'on a eu une baisse assez importante d'inscription à la formation initiale. Donc forcément, la sortie de formation, il y a une baisse pour l'ensemble des opérateurs, aussi bien la Croix-Rouge que Corian ou d'autres opérateurs. Donc on a évidemment constaté cela. Donc on a été force de contribution très active dans les différents ateliers pour la préparation du rapport Libault, puisque de nombreuses idées, effectivement, en lien avec les constats de terrain, nous ont animés, en tout cas, pour les porter. Donc, ça va effectivement sur le changement de regard, puisque si on n'attire pas les jeunes dans ces métiers-là, à l'instar des médecins gériatres ou des spécialités de médecine, c'est la même chose aussi pour les aides-soignants. Si la société porte un regard très négatif sur la perte, la dépendance et tout le poids sémantique, pour lequel vous avez travaillé d'ailleurs avec la Fondation sur le changement de regard à travers aussi l'impact sémantique, voilà, ça ne pourra pas bouger. Donc il y a une première action là-dessus. Évidemment, l'attractivité de métier sur la part de rémunération, ça joue aussi. Donc on a un gros travail national à mener là-dessus.
Et puis, on pense, en tout cas, ce qu'on a pu percevoir, c'est les difficultés de l'accès, en tout cas, à la formation d'aide-soignant, le concours, qui n'est pas forcément des plus simples, et puis après, toute la part aussi des personnes qui sont souvent en train d'allier un petit job dans des fast-food, etc., pour en même temps se former. Je pense qu'il faut valoriser l'apprentissage dans les métiers du grand âge, qui est un vrai levier d'action, qui permettra en plus de les accompagner progressivement dans le sens de l'apprentissage de leur exercice, plutôt que, effectivement, faut bien manger à la fin du mois et d'aller dans une activité connexe qui n'a rien à voir avec leur objectif professionnel. Alors là, vous êtes d'ailleurs aussi en phase, puisque le gouvernement a décidé fait de l'apprentissage une priorité extrêmement forte. Tout à fait. Alors, juste là, mais pour information, est-ce que sur vos 70 000 bénévoles, c'est quand même pas rien, 70 000 bénévoles, et là encore, sans les bénévoles, la Croix-Rouge ne serait pas la Croix-Rouge, comme plein d'autres associations. Est-ce que les bénévoles ont plutôt envie d'aller vers d'autres secteurs? Est-ce que vous avez le même problème avec les bénévoles concernant le vieillissement ou pas spécialement? Alors, c'est pas... Justement, j'ai animé avec mes collègues de la direction de l'engagement et du bénévolat une journée justement de présentation du rapport Libault, parce qu'on a un besoin d'acculturer. Donc, ils étaient effectivement dans un déficit de connaissances, parce qu'eux-mêmes peut-être dans le déni de leur propre vieillissement d'ailleurs, mais il était nécessaire en tout cas de leur montrer que le secteur des seniors, ce n'était pas effectivement, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, de la déchéance, qu'il y avait de la force, qu'il y avait de la vie tout simplement, et il y avait des personnes spontanément engagées là-dedans, soit par des expériences personnelles et qui continuaient à s'engager au niveau bénévolat pour les seniors, mais d'autres en tout cas qui avaient les mêmes peurs, comme les représentations collectives que l'on peut avoir. Ils ne sont pas exempts des représentations que la société porte. Donc, nous avons fait un travail de pédagogie. Et là, les premiers effets se font sentir au niveau de la Croix-Rouge, justement, sur leur engagement auprès des seniors. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Pierre Gauthier, là, on va passer à un autre aspect, le auto et service à personne. Alors, pareil, comment vous, alors peut-être en quelques mots, nous présenter la structure, nous dire aussi le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de personnes, il y a souvent des problématiques autour du temps plein ou du non-temps plein, entre d'ailleurs parfois des personnes qui ne souhaitent pas en temps plein, puis d'autres qui le souhaitent. Donc où on en est de ce côté-là, et comment ensuite vous accompagnez justement des personnes sur un parcours professionnel, et je dirais aussi d'une certaine manière sur un parcours de vie. Vous m'avez posé 4 questions d'un coup. Ouais. Alors reprenons sur la première, juste déjà. Alors je vais commencer par vous présenter Petit-Fils. Donc Petit-Fils, c'est une société que j'ai créée en 2007 avec un ami. On sortait d'école de commerce et on est parti de notre expérience personnelle, comme beaucoup d'entrepreneurs. J'avais une grand-mère qui venait de mourir d'un Alzheimer foudroyant, la deuxième qui avait besoin d'aide à domicile, et il nous semblait que les services qui étaient proposés à l'époque étaient assez artisanaux, que le niveau de qualité moyen qui était proposé était pas très élevé, le niveau de professionnalisme surtout. Et donc on s'est dit qu'il y avait de la place pour proposer une offre très professionnelle pour les personnes dépendantes, pour les aider à rester chez elles dans de bonnes conditions. Donc Petit-Fils aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est 2400 personnes sur 70 agences. Alors effectivement, la problématique qui s'est posée assez vite, c'est celle de la qualité du service qui était proposé aux personnes âgées, à nos grands-mères, mais à toutes leurs alter ego. Mais assez vite, on s'est rendu compte que à 90%, la qualité du service, c'est la qualité de l'auxiliaire de vie qui intervient à domicile, hein. Et que, comme dans tous les métiers, si vous voulez avoir du personnel compétent et le fidéliser, il leur faut des bonnes conditions de travail. Et effectivement, on a identifié 4 grands écueils. Le premier, le principal, c'est le temps partiel, voire très 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 partiel. Et il est bien évident qu'avec 10 à 15 heures de travail par semaine, vous ne payez pas vos factures. Et donc ça entraîne beaucoup de turnover et ça dessert à la fois l'auxiliaire de vie mais la personne âgée et les structures intermédiaires. Le deuxième écueil, évidemment, c'est la rémunération horaire. Pour avoir un bon salaire, il faut à la fois un temps plein et une rémunération horaire élevée. Et donc très tôt, on a décidé, nous, pour attirer à nous les bonnes auxiliaires de vie et surtout les fidéliser, bien d'avoir un salaire qui était supérieur à la moyenne. Le troisième écueil, c'est les intermissions. C'est-à-dire que le problème dans notre métier, c'est que vous ne faites pas 8 heures de travail au même endroit, mais que bien souvent, vous allez faire 8 fois 1 heure avec du trajet entre les deux. Donc c'est des conditions de pénibilité qui sont importantes. Et puis le dernier écueil qu'on a constaté, c'est les changements de planning incessants, qui est aussi bien côté personne âgée, côté client. Alors moi je parle client, hein, c'est parfois un gros mot dans notre profession, mais moi je parle pas de bénéficiaire, je parle de client, je suis une entreprise.
Côté client, c'est très mal vécu de jamais savoir qui va venir et à quelle heure, mais côté auxiliaire de vie, ce sont souvent des femmes, vous l'avez dit, qui ont des enfants, qui ont besoin de s'organiser en famille et à qui on communique les plannings le dimanche soir pour la semaine à venir. Voilà, donc ça sont les 4 écueils qu'on a identifiés côté production du service, côté auxiliaire de vie, et qu'on a décidé de commencer par régler avant d'être capable de proposer un service de bonne qualité. Et donc aujourd'hui, on a effectivement 2400 personnes. Là-dessus, il y a 2200 auxiliaires de vie. Et ces 2200 auxiliaires de vie sont à 80% à temps plein, à 90% en CDI et interviennent chez 4000 clients. Donc en fait, une auxiliaire de vie travaille en moyenne chez 2 clients. Alors c'est aussi la conséquence du positionnement de Petit-Fils qui est très positionné sur de la dépendance importante. Donc la durée moyenne d'intervention est élevée. Mais donc on arrive à avoir des plannings optimisés avec donc des auxiliaires de vie qui en bout de mois touchent des salaires qui sont pour la profession imbattables. Une auxiliaire de vie à temps plein chez nous, elle touche plus de 2000 € brut. Mais surtout dans des conditions où plutôt que de courir toute la journée dans tous les sens, elle peut s'organiser, elle a une vie de famille et plutôt que de faire 5 fois 1 heure, elle fait 1 fois 5 heures. Voilà dans les très grandes lignes la réponse à l'une de vos 2 premières questions, je crois. Mais qui en effet oriente toutes les autres d'une certaine manière. Mais si vous arrivez à des salaires qui sont plutôt très au-dessus de la moyenne du secteur, qui sont aussi très au-dessus de la moyenne par rapport au diplôme, puisqu'on pense beaucoup comme ça, c'est quoi le secret ? C'est ce système d'organisation où il y a moins de perte de temps, ainsi de suite. Parce que vous êtes contraint comme tout le monde, vous ne pouvez pas avoir des prix n'importe lesquels. Non, effectivement. Alors d'abord, on va admettre qu'on est un peu plus cher que la moyenne et que de façon générale dans la vie, quand on veut un service de bonne qualité, il faut admettre que ce service a un prix et que notamment les personnes qui vont le produire doivent être rémunérées en conséquence du service qu'on attend. Mais le principal secret va être plutôt dans l'optimisation, effectivement. Si on reprend mon exemple d'un planning qui change toutes les semaines, ça veut dire que toutes les semaines, il faut quelqu'un qui s'occupe de remettre le planning à jour. Lorsqu'on a des plannings fixes, vous avez un cercle vertueux qui commence à se mettre en place, qui fait que vous économisez du temps de gestion de planning. Donc effectivement, en bons élèves d'école de commerce que nous étions, on a commencé par essayer de faire la chasse à toutes les pertes de temps sur ce qu'on appelle dans notre métier la coordination. Et effectivement, j'ai observé que le ratio entre le nombre de personnes qui sont donc les chargés de clientèle, qui optimisent les plannings, et le nombre d'heures de prestations délivrées était évidemment beaucoup plus favorable chez Petit-Fils. Ce qui n'empêche pas qu'on ait une relation très fréquente avec nos clients, qu'on se déplace systématiquement chez eux. Enfin, il n'y a pas pour autant une automatisation de la relation. Une automatisation, exactement. Et d'ailleurs, souvent dans notre métier, dans l'innovation, on entend technologie. Et donc, implicitement, remplacer l'homme par l'algorithme. Mais l'algorithme est plutôt un moyen qui permet aux hommes de mieux faire leur travail. Enfin, moi, je pense que ça fonctionne plutôt comme ça. Ça peut être intéressant comme ça. Alors, moi qui suis prof en école de commerce, je suis très content que les écoles de commerce servent bien. Et puis, juste, je reste un quart de seconde sur la notion de client. Dans un autre cadre, je faisais un débat, et entre autres avec une jeune femme qui s'appelle Noémie, qui est totalement tétraplégique et autres, et qui expliquait combien pour elle, être devenue cliente était une manière d'accéder à l'individu, tout simplement, parce qu'avant, elle était aidée. Et là, d'un seul coup, si je suis cliente, j'ai donc des exigences. Alors c'était mon argument clé quand on a commencé, parce que le terme client, il faut voir qu'on était des ovnis. En 2007, quand on a commencé, 2 jeunes de 26 ans qui sortent d'école de commerce dans l'aide à domicile, c'était waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, très vite, on a assumé le terme client, et exactement avec l'argument que vous venez de donner. Quand on est client, alors on paye une prestation pour laquelle on est en droit d'exiger la qualité pour laquelle on a payé. Et ça change complètement le positionnement du client par rapport à son prestataire. Encore faut-il derrière être capable de délivrer la qualité en question, mais bon, l'histoire a montré qu'on y arrive.
Absolument. Alors, juste avant de continuer, Johan brûle d'intervenir. Non, je suis ravi d'entendre monsieur, puisqu'effectivement, je trouve que son modèle est très séduisant. Un autre levier, effectivement, puisque l'offre est complètement reconfigurée et va se reconfigurer sur les territoires, des mutualisations de moyens, notamment, on sait que l'équipe de coordination peut souvent être mutualisée avec des EHPAD, des résidences autonomie, enfin un certain nombre d'acteurs sur les territoires, en fonction de l'offre que l'on peut avoir, ou des liens qu'on fait avec des partenaires pour que cette offre fasse sens. Je pense que dans l'effet, en tout cas, sur l'attractivité des métiers, la pénibilité, si les conventions collectives nous le permettent, ou en tout cas peut-être dans le cadre d'expérimentation, décloisonner aussi les métiers entre le domicile et l'établissement dans des plannings de roulement permettrait aussi d'apporter un nouveau souffle, puisqu'on peut s'institutionnaliser mécaniquement dans son métier à domicile au même titre qu'à l'institution et vice-versa. Donc je pense qu'on aura aussi, en lien avec la reconfiguration de l'offre, un parallèle à faire avec les possibilités d'organisation de planning dans ces futures plateformes. Mais voilà, il y a plein d'autres questions juridiques qui vont se poser. Mais en même temps, le relayage et le baluchonnage permettent d'expérimenter là, pendant 3 ans en dehors du code de travail classique. Donc je pense qu'on a encore plein de choses à faire en termes d'innovation aussi, en complémentarité avec ce que vous venez de dire dans les futures plateformes. Merci. Alors, juste pour terminer, donc, ces personnes, à 80%, sont des niveaux de formation assez faibles. Est-ce que vous les accompagnez vers des formations certifiantes, diplômantes ou autres? Est-ce que ça fait partie aussi de votre démarche? Alors nous, on travaille exclusivement avec des auxiliaires de vie dites de niveau 5 selon la convention collective. Donc ce sont que des personnes qui ont suivi une formation d'auxiliaire de vie, qui peut parfois être qualifiante, parfois diplômante, mais qui généralement est une formation qui fait au moins 3 mois d'école, de cours théoriques, et généralement un stage de 1 à 2 mois, souvent en EHPAD. Et puis parfois des formations beaucoup plus longues, hein, ça va jusqu'à 9 mois de formation. Donc on commence au départ avec des gens qui sont quand même beaucoup mieux formés que la moyenne pour notre métier. Après, effectivement, on entretient avec Pôle emploi et avec les centres de formation des relations étroites. D'abord parce qu'ils sont pour nous des prescripteurs en recrutement, mais aussi parce que lorsque des auxiliaires de vie nous demandent à compléter des formations, à ce moment-là, on peut travailler avec ces organismes, tout à fait. Comment est-ce que l'association en tant que telle, ou est-ce que le système a fait que, y compris en termes de formation, puisqu'on commence même à s'interroger en se disant mais peut-être que la sélection d'un médecin pourrait se faire sur autre chose que sa capacité à résoudre des équations en maths, mais par exemple sa capacité à écouter et ainsi de suite. Est-ce que du coup, ces dernières années, y compris depuis la valorisation du métier de gériatre, est-ce que ces choses-là ont évolué? Est-ce que d'une certaine manière, les médecins, y compris les médecins avec qui vous êtes en relation, c'est-à-dire le médecin généraliste, est-ce qu'ils ont amélioré, progressé ou simplement été plus sensibles à cette compréhension du patient âgé et à cette compréhension aussi de son écosystème familial et social? Alors oui, il y a eu des progrès, il y a encore beaucoup de progrès à faire, hein, bien sûr. Les gériatres sont évidemment formés. Il y a de plus en plus de formations dans les facultés sur déjà le contact avec le patient. C'était quelque chose qui était assez mal enseigné il y a encore 20 ans et qui petit à petit est de mieux en mieux enseigné. Alors on se dit c'est incroyable, on n'apprend pas à ces médecins à parler à leurs patients. C'est vrai, c'était un peu un défaut de l'enseignement et de plus en plus maintenant ça fait, il y a une sensibilisation au contact avec les patients, la façon dont on doit s'exprimer, des situations dans lesquelles tout médecin, on est préparé à des situations dans lesquelles on va être confronté, la mort, l'annonce d'une maladie grave, etc. Et l'accompagnement des patients, voilà, est de plus en plus enseigné à la faculté. Après, le comportement et la façon de s'exprimer face aux patients âgés, c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Voilà, ça, on apprend ça à nos internes. Ce seront demain les futurs messagers de cet apprentissage-là, c'est sûr. Mais les autres spécialités, ils ont besoin de faire encore beaucoup de... Enfin, ils ont encore besoin d'apprendre beaucoup. C'est très compliqué. On a encore beaucoup... voilà, alors je ne vais pas citer des spécialités, mais des spécialités très techniques. La chirurgie, c'est sûr, le chirurgien, il passe un coup de vent. Bonjour, comment ça va? Voilà, si la pauvre dame, elle n'a pas ses oreillettes, ses lunettes, c'est très compliqué pour elle d'avoir compris ce qui se passait devant elle à cet instant T. Et donc voilà, on essaye d'amener ça. Donc ça, c'est important aussi, et ça, c'est ce qu'on défend, c'est-à-dire
finalement ces équipes mobiles de gériatrie qui se déplacent dans les autres services. On donne des avis, on essaie d'expliquer aux autres spécialistes les problématiques du patient X et puis finalement ce que c'est la gériatrie. Souvent ils nous appellent parce qu'ils n'arrivent pas à faire sortir leur patient parce qu'il ne peut plus rentrer à la maison. C'est ça leur demande. On leur dit alors voilà, je ne suis pas assistant social mais je peux vous aider à aider l'assistante sociale, aider à ce que votre patient peut-être remarche, reprenne ses capacités et voir quel est son meilleur parcours derrière en sortie d'hôpital. Ça, c'est sûr que j'ai plein de confrères qui ont besoin de cet apprentissage et on sera demain, petit à petit, justement les messagers et les enseignants de cet apprentissage de comment on soigne et comment on s'adresse aux patients âgés. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'association, est-ce qu'il arrive que vous interveniez en formation initiale auprès des futurs médecins, par exemple? Est-ce que vous êtes sollicité pour cela? Non, on n'est pas encore sollicité pour ça. Je ne sais pas si ça sera notre formation, parce qu'on sera appelé pour ça plus tard. Pourquoi pas, ça c'est vrai. Après, aujourd'hui, la faculté il y a des gériatres partout, dans toutes les facultés de France. Donc, petit à petit, c'est sûr que cet enseignement de comment s'adresser à un patient âgé, ça va se transmettre petit à petit. On donne des cours, moi j'ai donné des cours à la faculté en gériatrie, on apprend ça, clairement. On apprend à nos étudiants et les étudiants viennent en stage. On a demandé, alors ça c'est vrai, avec la Société française de gériatrie et le collège d'enseignants, à ce qu'il y ait un stage obligatoire pour les étudiants en deuxième cycle, c'est-à-dire les étudiants qui sont encore qui sont externes, on appelle ça, c'est-à-dire pas encore internes, dans les 6 premières années, qu'ils passent de façon obligatoire dans un stage de gériatrie. On trouve que c'est extrêmement important. Ces médecins, futurs médecins, même s'ils ne pratiquent pas la gériatrie, seront de toute façon confrontés au sujet âgé. Et ça va leur permettre déjà de comprendre ce que c'est un patient âgé. Et on se rend compte quand ils passent dans ces services-là qu'ils découvrent finalement un monde qu'ils ne pensaient pas aussi intéressant, aussi riche. Et en tout cas, ils apprennent en même temps à parler à un patient âgé. Et donc c'est beaucoup plus facile pour nous quand on a des étudiants à la visite de leur expliquer sur un cas particulier, comment on fait, etc. Donc ça c'est normalement quelque chose qui va être mis en place dans les futures années, un stage obligatoire pour tous ces étudiants en médecine. Ils vont passer dans un stage de gériatrie, ça leur permettra de voir ce que c'est, de comprendre ce que c'est un patient âgé et de casser les clichés et de mieux, dans leur métier futur, s'adresser aux patients âgés. Ça c'est acté. Ça va être mis en place. Ça c'est dans le rapport Libault, ça a été demandé. C'est dans le rapport Libault, ça a été demandé. On la défend. Ça coûte pas très cher. Ça peut être fait. Tout le monde est extrêmement d'accord sur ça. J'en ai demandé plein de fois dans toutes les commissions auxquelles moi je l'ai été. Et puis et donc toutes les sociétés savantes le réclament. On pense que c'est une bonne idée, ça coûte pas cher et c'est facile à mettre en place. Donc normalement j'espère que ça sera acté. On attend de voir ce que va devenir ce rapport Libault, mais voilà. À partir de là, c'est joker. Et merci beaucoup. Alors, Pierre et Johan, il y a de vos deux regards, de vos deux places, il y a la question souvent qui revient, la question de l'autonomie. C'est-à-dire des personnels qui souvent se retrouvent finalement à devoir à aller là où on leur dit d'aller, quoi. Et sur lequel souvent on dit il y a une faible marge d'autonomie. On évoque souvent des démarches qui ont été faites, par exemple aux Pays-Bas avec Buurtzorg ou des choses comme ça, où on a donné plus d'autonomie, par exemple aux infirmières qui se sont organisées, ainsi de suite. Est-ce que vous deux, dans vos deux structures, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? Et est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, a du sens et déjà est mis d'une manière ou d'une autre de manière concrète? Vous battez pas pour pas répondre. C'est la politesse. L'autonomie d'une auxiliaire de vie, elle est limitée par le planning d'intervention. Maintenant, au sein de ce planning d'intervention, elle est seule avec la personne âgée et elle doit gérer une personne dépendante. Chez Petit-Fils, on s'occupe vraiment de gens qui sont très dépendants. La durée moyenne d'intervention, c'est 20 heures par semaine. C'est beaucoup. On fait beaucoup de nuits, on fait beaucoup de retours d'hospitalisation, on fait beaucoup de présence 24 heures sur 24. Et donc l'auxiliaire de vie, elle est totalement autonome pendant son temps de présence. En fait, elle passe pas pour un acte. Elle passe pour s'occuper d'une personne pendant une durée qui peut être de plusieurs heures. Et évidemment, il y a quelques grands axes d'instruction qui généralement sont donnés par la famille. Mais ensuite, elle est confrontée aux événements du quotidien et de la réalité qui l'obligent à improviser, à innover, à être autonome. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en plus du diplôme, on ne travaille chez nous qu'avec des gens qui ont au moins 3 ans d'expérience professionnelle auprès des personnes âgées. Parce que on considère que vu le type de public auquel on s'adresse, on est obligé d'avoir des gens qui sont autonomes dans la prise de décision, qui ont déjà vécu des situations de fin de vie, qui ont déjà... qui sont capables de prendre beaucoup d'autonomie.
Vas-y. Alors, je pense que ça, c'est une vraie question et on touche finalement à quelque chose qui est très très large, qui va de l'organisation au modèle managérial. C'est-à-dire que, alors, la première chose, c'est que pour effectivement redonner goût au métier, c'est de pouvoir mettre de la perspective pour les professionnels. Il est vrai que les aides-soignants, ils rentrent dans une école, ils deviennent aides-soignants. La seule perspective, c'est devenir IDE, où ils vont se sentir effectivement grandir professionnellement, peut-être mieux reconnus, etc. Mais on sait que c'est complexe, ça coûte cher, ça prend du temps et c'est difficile. Tous ne peuvent pas ou ne veulent pas non plus. Donc ça fait partie aussi des éléments du rapport Libaud, de pouvoir créer de la valorisation via de la responsabilisation et de l'autonomie à travers des diplômes qualifiés d'AS coordonnateur. Quelque chose qu'on a apporté, ça nous semble important dans cette notion aussi de reconnaissance, de valorisation du métier, puisque de toute manière, si on parle d'EHPAD ou de structures, ou même à domicile, des personnes aides-soignantes sont en totale capacité aussi de pouvoir coordonner un certain nombre d'activités en relais de l'infirmier coordonnateur ou d'autres acteurs de ce type de qualification. Le deuxième axe, c'est ce que je disais en préambule, c'est l'enjeu autour du management et des organisations. Alors, j'ai fait un petit schéma, je suis désolé, je ne suis pas très doué en facilitateur graphique, mais c'est pour un peu étayer mon propos. Je pense qu'on a tous la volonté, dans les différents opérateurs, de porter l'autonomie des collaborateurs, de responsabiliser les gens. Mais l'ensemble des strates montre, je pense, en tout cas, chacun se remettra en question dans son propre périmètre, mais qu'il est très difficile finalement de tendre vers une autonomie complète ou une responsabilisation individuelle. Si, en tout cas, la volonté que je souhaiterais porter au sein aussi de mon organisation, c'est de partir de l'usager et de faire vraiment le principe fort de partir de l'usager, reconnaissant ses capacités, que cette personne-là est en capacité d'eux et que la notion d'accompagnement, c'est être à côté d'eux et de pouvoir donner cette autonomie, qui est quand même notre finalité première, normalement, en tant qu'opérateur. Mais si ce salarié, un aide-soignant, on ne lui laisse pas un minimum d'autonomie, de responsabilité, parce que noyé par de l'injonction managériale, noyé par des procédures tellement poussées qu'on ne lui demande plus de réfléchir, l'organisation normative aussi, qui nous est donnée aussi par nos autorités, de plus en plus prégnante, tout ça entraîne des privations progressives d'autonomie. Donc à toutes les strates, que ça soit effectivement le salarié, la direction, l'établissement, le directeur régional selon les organisations, le siège, les tutelles jusqu'au législateur, il faut qu'on assure une cohérence de l'ensemble. Si on ne part pas, si on met des paradoxes à chaque étape, à un moment donné, on se retrouvera avec cette notion d'absence de responsabilisation individuelle, absence de réflexion, absence de capacité à prendre des décisions seul, jusqu'à la strate de l'aide-soignant, etc. Donc, finalement, comme c'est lui en dernier juste avant l'usager, il apparaît en tout cas compliqué de lui laisser cette autonomie et finalement un regard valorisant pour lui de pouvoir aussi prendre des décisions dans son expertise métier. Donc, je pense qu'on a de nombreuses questions à se poser, tous autant qu'on est. Il y a toutes les strates des organisations, qu'elles soient effectivement réglementaires ou dans nos politiques d'organisation. On a toujours une volonté de bien faire parce que lorsqu'on met en place un grand nombre de procédures, c'est pour sécuriser l'accompagnement évidemment. Donc c'est une approche bienveillante. Mais est-ce qu'on se pose les questions jusqu'au bout de l'impact et les dommages collatéraux que ça peut faire sur le principe d'autonomie? Voilà, c'est une question ouverte, c'est pas une vérité, mais c'est les questions que je me pose au quotidien. On pourrait d'ailleurs avoir une sorte de slogan sur lutter contre la perte d'autonomie des salariés, chargé d'accompagner la perte d'autonomie des clients. On aurait quelque chose certainement autour de cela. Alors, Twitter a retrouvé l'autonomie et donc nous allons avoir normalement, on va arriver sur l'écran une question. Alors, on remercie François Espinasse, la Fondation Corian pour le bienveillir. Peut-on créer de nouveaux métiers autour de la coordination du parcours du patient? Johan, puis... Je pense que le nouveau métier, en fait, pendant longtemps, on a échangé, on a opposé, l'aide à domicile et l'EHPAD. Et Petit-Fils, c'est vraiment construit comme ça, comme une alternative à la maison de retraite. Et le rapprochement récent de Petit-Fils et de Corian traduit pour moi une évolution de la façon dont évolue en fait la prise en charge des personnes âgées et qui devient une prise en charge globale, ce que tout le monde, je pense, comprend bien. Et l'enjeu maintenant va être de faciliter le passage du domicile à l'EHPAD, parfois court séjour, au SSR, à l'hôpital, le retour à domicile. Et le nouveau métier qui se crée, c'est qu'aujourd'hui, moi, une coordinatrice petit-fils ou un coordinateur, il sait ce qui se passe chez petit-fils. Et puis les gens de Corian savent ce qui se passe chez Corian et ainsi de suite. Et à l'hôpital, on sait ce qui se passe à l'hôpital.
Les nouveaux métiers qu'on va devoir créer, c'est ceux qui vont être capables de gérer, enfin notamment, moi c'est le premier que je vois, c'est de coordonner le passage d'une institution à l'autre, d'un professionnel à l'autre, ce qui pose évidemment la première question, c'est celle de la circulation de l'information. Et là, par exemple, il y a un vrai sujet sur la technologie, sur les données personnelles, sur la protection des données de santé. Enfin, il y a des enjeux assez importants et des obstacles pour le moment assez importants, mais il y a des métiers qui sont en train de se créer là-dessus. Ouais. Alors oui, tout à fait, l'interopérabilité des systèmes d'information, c'est l'un des freins premiers, je pense, en tout cas, à la bonne coordination des parcours. Et après, je pense à un point de vigilance aussi, parce qu'il y a une proposition qui est faite dans le rapport sur un rôle à donner au conseil départemental, sur cette future guichet unique probable. Voilà, attention, parce qu'on en entend tellement, il y a plein de systèmes qui se superposent, alors à travers le CLIC, à travers la PTA, à travers ci, à travers ça, bientôt la plateforme de coordination générale. Je pense qu'il faut qu'on fasse un choix. En concertation sur ce qui semble le plus pertinent avec les moyens déjà qui sont présents pour ne pas en rajouter d'autres, avec effectivement peut-être une montée en compétences de professionnels qui seront en charge de cela, mais en tout cas surtout qu'on donne un message clair à l'aidant et à l'aider. Parce que je pense que nous, on est professionnels du secteur, donc on est assez à l'aise là-dedans. Et encore, ça dépend. Mais en tout cas, pour la personne qui saisit un service, c'est d'une complexité incroyable. Donc même si tout ça est parti d'une bonne volonté, regardez le nombre de guichets uniques qu'il y a, soi-disant, c'est juste très impressionnant. Merci beaucoup. Alors, oui, le temps avance. Donc on va s'arrêter sur cette première phase. On peut vous applaudir. Je vous propose de prendre place, mais vous n'en êtes pas quitte, car il n'est pas impossible qu'il y ait des questions qui arrivent ensuite. Je ne promets rien. Et je vais demander à Michèle Delaunay, qui donc a tenu son engagement, c'est exceptionnel. Elle n'a rien dit, mais maintenant... Alors Michel et... Tu veux qu'on s'assoie? Mais oui, très bien. Non, oui. Comme tu veux. Tu sais, tu es le chef. Oui. Chef, hein. C'est bien, c'est que nous deux, on dérange pas trop, on peut voir derrière nous à peu près l'écran. C'est quand même ça aussi. J'aime bien les notions de grand témoin quand on a notre taille, c'est vachement agréable. Je trouve qu'on en profite d'une certaine manière. Alors, là, c'est au pluriel. Et là, c'est au pluriel. Alors, peut-être tout simplement, la première question, c'est de ce qui a été dit, tout simplement une réaction. Eh bien, d'abord, un foisonnement de propositions, même si elles n'étaient pas tout exprimées, mais j'ai saisi au vol ce qui m'intéresse, la formation avec petit-fils, la gériatrie, bien évidemment, parce que eux aussi, c'est des métiers de l'autonomie, des métiers du grand âge. Je préfère le mot métier de l'autonomie, globalement, parce que il faut pouvoir mettre plus largement. Oui, j'aime pas les micros du tout, ça, c'est... Donc, j'aurais pas pu faire une carrière de chanteur et c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, on a déjà dit beaucoup de choses et concrètement par ceux qui le font. Et répondu à des inquiétudes, des sujets qui m'ont occupé et qui continuent de m'occuper concernant ces métiers de l'autonomie, concernant tout ce qu'il va falloir franchir pour les faire évoluer. Parce qu'ils doivent évoluer considérablement, et non seulement évoluer, mais briser des barrières. Briser des barrières. Tu ne m'as pas posé la question, mais j'y Quelle réponds. barrière? Non, j'y réponds. Le rapport Libaud. Après, oui. Mais juste avant, Arnaud nous a beaucoup parlé de l'importance de la question de la gériatrie, d'aller voir dans les autres secteurs. Tu as été pendant 40 ans praticienne hospitalière. Est-ce que du coup, ça doit aussi résonner? Est-ce que dans la pratique, il y avait besoin de cela d'une certaine manière? Alors, tu sais, moi, je faisais de la cancéro. Et les cancérologues, ils pensent globalement qu'ils connaissent tout en ce qui concerne le cancer. Alors, c'est vrai que, oui, j'ai écouté particulièrement ce point quand Arnaud me dit oui, il faut que le gériatre décide si on fait une chimio ou pas. Oh, il n'a pas dit tout à fait ça. Ouais. Il peut participer. Je le dis un petit peu exprès aussi pour provoquer. C'est vrai que bien souvent, le cancérologue tout seul, je m'en excuse, décide que bien sûr, telle chimio ou telle chimio serait plus délétère que bénéfique.
Et c'est un point très très important. Quand j'ai commencé mes études, Hippocrate était déjà grandet, mais bon, on a refusé, dans le service où j'étais externe, une chimio à quelqu'un de 70 ans. Ah, considérant qu'il était déjà trop vieux. Qu'il était déjà trop vieux. Et j'ai vu, dans mes 40 ou 45 ans d'études et de cette barrière complètement être retardée. Et j'ai fait une chimiothérapie, pas la plus sévère, à quelqu'un de 92 ans, qui d'ailleurs avait une forme absolument excellente. Et donc, en effet, bien souvent, il faut se poser une question, et un gériatre serait là très utile s'il est le gériatre du patient, pour avoir une vision globale du patient. C'est-à-dire, c'est vrai que le cancérologue, il ne sait pas forcément si le type digère bien, s'il mange assez. Donc, c'est vrai que de ce point de vue, le cancérologue, il connaît la chimio. Mais son patient, il ne le connaît pas depuis des mois. Enfin, quelquefois. Mais, et donc, la décision thérapeutique est en effet, sera certainement enrichie par cette vision de longue durée qui nous a expliqué. Je suis très très heureuse de ce renouvellement du look de la gériatrie, parce que je vais encore faire la petite sœur d'Hippocrate. C'est vrai qu'il y a eu un temps, aller en gériatrie, ça sentait encore l'hospice, hein. C'est les médecins qui allaient là-bas. C'était ceux qui n'étaient peut-être pas les plus dynamiques. Je dis ça comme ça parce que j'essaye d'être très respectueuse, hein. Et moi, je suis vraiment enthousiaste que non seulement tout le monde a compris que c'est une spécialité d'avenir, puisque je vais le redire, je le dis toutefois, il y a quand même 20 millions de personnes là qui arrivent dans le champ de l'âge. Que tu appelles des boomers. Ce que j'appelle les ex-baby boomers. Et ça va être une vraie révolution. Parce que, l'air de rien, nous y arrivons sans précipitation, mais quand même, un peu forcé. Mais dans 10-15 ans, il faudra beaucoup plus d'EHPAD, beaucoup plus de ces métiers de l'autonomie. Rien que cette question est totalement majeure. Or, pour construire un EHPAD, il faut 10 ans. Pas seulement pour mettre les pierres, mais pour que le projet soit accepté, etc., etc. Donc, je crains pour les services de soins palliatifs, toutes choses dont je n'ai pas tellement envie, très honnêtement, hein, mais il va bien falloir les multiplier aussi. Donc, la première question de ces métiers de l'autonomie, c'est faisons ce qu'il faut pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui aient envie d'y aller, envie de prendre ce métier. Et là, on passe vraiment dans les bouleversements qu'il faut faire. Alors, est-ce que justement, on a parlé du rapport Libaud, est-ce que dans ce qui est proposé, est-ce que ça va dans ce sens-là ? Il y a une chose très positive, c'est que c'est vraiment, il a compris que c'était la clé. Que si on n'avait pas une avancée très importante sur tous les plans, on va en parler, pour ces métiers, la question du grand âge, puisque c'est d'elle qu'il s'agit plus que de la transition démographique elle-même, la question du grand âge, nous n'y arriverions pas dignement, ça passe par là. Et effectivement, que l'on reste à domicile, vous savez que c'est quand même la volonté de la majorité des personnes Français, quand on les interroge, de dire « moi je veux rester chez moi ». On en connaît les limites, moi je lui dis la même chose, mais je préférerais être heureuse dans un habitat regroupé sous quelle forme que malheureuse chez moi. Donc il faut savoir regarder les réalités, c'est un très beau chantier, mais là je crois qu'on attend les décisions d'Agnès Buzyn d'abord là-dessus. D'abord là-dessus. C'est vrai qu'il faut un plan d'investissement pour rénover les EHPAD publics, pour trucs, pour machin. Mais la clé, c'est là.
En plus, dans une période où la question de l'emploi est une question normalement majeure au sein du pays. Est une question totalement majeure. Et vous le savez, on est bien maintenant pratiquement de 2030. L'adresse demandait, exigeait 300 000 emplois nouveaux. Je suis persuadée qu'on a dépassé ce chiffre. Et tu vois, quand, dans la période où j'étais ministre, Hollande disait à chaque conseil des ministres, chaque ministre, quel qu'il soit, doit se tenir pour comptable de la question de l'emploi. Et je disais, oui, ben moi j'ai le seul secteur en croissance, ça tombe bien, je peux faire. Donc je vous le dis en plaisantant, mais c'est vraiment un truc majeur. Et tu avais fait un rapport d'ailleurs sur cette question des métiers. Quelles étaient un petit peu les priorités ou les axes? Alors, premièrement, il y a la loi SV. Il y a quelques points quand même importants. Il faut dire que je ne pouvais pas dépasser sur le plan budgétaire d'1 € le rapport de la CASA, la Caisse additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Donc, j'étais dans un budget extrêmement contraint, désespérément contraint. Premier point. Alors la première chose qu'on a fait pour les métiers de l'autonomie, ça paraît rien, c'est améliorer l'APA de manière considérable. On l'a augmenté de 15% pour tous et jusqu'à 70% pour les personnes en perte d'autonomie importante et à petit revenu. Il n'y a pas eu de perdants dans ce sujet. Donc ça a remis sur pied un peu beaucoup d'associations d'aide à domicile. Et je crois que c'était vraiment tout à fait majeur. Après, on a fait des petites choses, parce qu'on n'avait pas les ronds, en particulier la prise en compte des indemnités kilométriques et ceci, enfin, des choses qui n'étaient pas à la mesure, je dirais, de l'effort financier qu'il fallait faire et qu'il faut faire. Et d'autant plus que c'est un sujet qui est susceptible de réunir les Français. Il n'y en a pas tellement. Et je vais vous dire un truc, chaque fois, je l'ai dit à Hollande, ça l'a fait sourire, mais ça ne l'a pas décidé. Je lui ai dit, tu sais, parce que la priorité de François Hollande, ça c'est juste pour vous faire sourire, c'était la jeunesse. Il se voulait le président de la jeunesse. Le président de la jeunesse. Pas le président de la vieillesse, c'est marrant. C'est curieux, mais les hommes politiques, de toute Mm. manière, ne savent aucun parler de l'âge et de la vieillesse. J'ai connu des... Mais je vais faire long. Non, ça, oui, et puis c'est bon, non. Voilà, c'est filmé quand même. Mais oui, mais c'est convenable. Hein. Oui. Des présidents de conseils départementaux qui avaient bien 75 ou 78 ans, quand ils parlaient de personnes âgées, ils disaient « il ». Il, bien sûr, c'est jamais... Oui. Bien sûr. Et, bon. Donc, il faut faire de grandes choses. Alors, j'ai saisi un mot. Alors, la première chose, effectivement, il faut voir ces métiers de l'autonomie d'une manière très large. C'est pour ça que je préfère un métier du grand âge, parce qu'il faut pouvoir y mettre éventuellement même le handicap. Hein. Ce sont les mêmes métiers. Premier point, alors je vais te parler d'une chose qu'on a fait aussi et qui était remarquable, c'est pour ça qu'on l'a cassé maintenant, c'est les contrats aidés. Et pourquoi je vous parle des contrats aidés? Parce que ça paraît bizarre. Je suis très favorable à ce qu'on puisse embaucher, en particulier dans l'aide à domicile, je parle bien d'embaucher, sans qualification particulière, parce que ça permet à des femmes comme Dab d'accéder à l'emploi, alors que sans cela, elles ne l'auraient pas fait. Eh bien, les contrats aidés ont été une bénédiction pour ce secteur, en particulier dans les EHPAD, puisque là, la jeune femme qui arrive est prise dans une équipe, quasiment 100% de succès. Elles ont trouvé un emploi après, un peu moins, mais quand même bien dans l'aide à domicile, parce qu'elles ne sont plus seules. Et donc, toutes ne sont pas restées. Et tu sais, je vais vous dire que des choses, comme dit Macron, disruptives et pas convenables.
c'est tellement important qu'on puisse embaucher des femmes non qualifiées, parce que cela atteint plus facilement et plus vite des femmes, des jeunes femmes issues de l'immigration, et qu'elles ont des chances d'y trouver une vraie réalisation, ne serait-ce que parce que, vous le savez, la culture des pays du Sud est très positive en faveur des personnes âgées. Et donc, elles savent y réussir. Et quand le parcours peut aller vers le haut, je vais y venir, eh bien, il faut penser que c'est quand même beaucoup mieux pour une jeune femme issue des milieux d'immigration. Je vous ai dit que ce n'était pas convenable, c'est pas de politiquement correct, que d'épouser un bêtasson qui ne lui permettra plus de sortir de chez elle ensuite. Ce que je vous dis est une réalité très grande. Et en plus, on a démontré qu'une femme qui travaille à l'extérieur, ses enfants ont beaucoup moins de comportements, c'est une grande étude tout à fait sérieuse, de comportements violents ou délinquants que si la femme est cloîtrée à la maison. Donc moi, le cloîtrage, je ne sais pas comment on dit, des femmes à la maison, je pense que c'est pas bon, parce que toutes n'ont pas la capacité de mettre des coups de pied dans la porte. Donc, ça, c'est d'accord, donc là on est sur une logique par rapport à des personnes peu formées, de pouvoir être accompagnées, être incluses dans les métiers. Mais par contre, ensuite, pas par contre d'ailleurs, en plus, je dirais que la clé de l'attractivité des métiers de l'autonomie, c'est l'évolution des carrières. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un quelconque de ces métiers en se disant qu'on va le faire toute sa vie et qu'on gagnera toujours le SMIC. C'est complètement décourageant. Comment voulez-vous que quelqu'un s'investisse, s'enthousiasme? Ça existe. Mais enfin, il faut donner des perspectives. Des perspectives, d'abord, je suis trop longue. Non, pas du tout. On est qu'au premier. On a à peine commencé. Des perspectives, par exemple, par la valorisation des acquis de l'extérieur. De l'expérience. Ensuite, tu me troubles. Ensuite, par des formations continues. Et dans Nouvelle-Aquitaine, j'avais mis dans le programme de Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, qu'il accompagne gratuitement ces formations d'aide à domicile. Vous savez qu'aussi, en Nouvelle-Aquitaine, c'est un région exceptionnelle, la formation d'aide-soignante est totalement gratuite, totalement prise en charge, dans la même perspective. Donc, il faut que toutes ces jeunes femmes, et espérons quelques jeunes hommes, suivent cette évolution. Du contrat aidé, je parle du plus difficile, jusqu'à des métiers, je ne sais lequel l'a dit, je crois que c'est monsieur Girard, des métiers ou petit-fils, où on peut devenir chef, enfin en tout cas devenir coordinateur, etc. Il faut des évolutions de carrière. Alors c'est là que nous avons fait un plan des métiers de l'autonomie qui réunissait 4 ministères, ce qui fut la catastrophe, parce qu'il est toujours en ligne, plan des métiers de l'autonomie. C'était 15 jours avant le remaniement, donc je ne l'ai pas suivi comme j'aurais voulu, mais il est totalement illisible, parce que c'est un vocabulaire totalement technocratique, parce que les 4 ministères avaient mis leur correction. Mais je te dis une chose, justement, il y avait un point, mais il n'arrive jamais à me laisser parler. Moi, je t'ai écouté pendant... C'est vrai, j'étais ému. J'étais ému. Je buvais tes paroles. Eh bien, toi, tu bois rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut aussi envisager? Et ça, vous ne savez pas, mais c'est comme le mur de Berlin. Il est tombé, donc espérons, c'est le passage, les passerelles entre les professions. Et en particulier,
faire éclater la barrière soignant-pas soignant. C'est les mêmes métiers. Donc il faut qu'en progressant, on puisse devenir aide-soignante, autre chose, infirmière, quelqu'un l'a dit, etc. C'est ces évolutions de carrière. Dernier point sur ce paragraphe. Oui. Dernier point, c'est la valorisation, bien sûr, financière. On peut commencer bas, mais savoir qu'on peut monter est très important. Mais là, il y a beaucoup d'argent à mettre. Beaucoup. Parce que ça fait partie de la valorisation tout court. Mais la valorisation aussi, c'est-à-dire mettre en lumière ces femmes, justement, souvent issues de l'immigration, qui deviennent directrices d'EHPAD, uniquement par les acquis de l'expérience. Et voilà ce qu'on doit mettre en lumière, ce qu'on doit valoriser, ce qu'on doit montrer. Je pense que je suis la seule ministre qui a décoré une directrice d'EHPAD de la Légion d'honneur. Parce qu'elle avait fait un boulot incroyable. Alors, on va s'arrêter sur ce boulot incroyable, parce que c'est beau. On peut l'applaudir, et on peut applaudir aussi le boulot incroyable. J'ai pas été mauvais, là, t'as vu ? Et parce qu'il y a des questions dans la salle. Oui, mais t'es quand même odieux pour m'arrêter. Deuxièmement, parce que t'as parlé des chaussettes de M. Girard, oui, et pas des miennes. Elles sont magnifiques. Elles sont absolument magnifiques, c'est vrai. Honte à moi de ne pas les avoir évoquées, mais j'attendais la conclusion. Voilà. Donc, des questions. Ah bah alors. Moi, j'avais vu une question sur Twitter, parce que j'ai regardé, sur justement les passerelles entre le domicile et l'EHPAD. Trop fort. Et sur les passerelles, justement, d'un métier à l'autre. Donc ça a été répondu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Ah, il y en a une. Super. Tiens, prends un. Merci Serge. Une annonce, vous parliez des femmes. Moi, j'ai fait un mea culpa à l'occasion de Silver Night, c'est qu'il n'y avait que des hommes dans les tables rondes. Et on s'est retrouvé 2 jours avant Silver Night à n'avoir que des hommes dans les tables rondes, alors que l'écosystème de Silver Economy et du bien vieillir, il y a quand même 50-50 et on est dans un bel écosystème. Je ne sais pas s'il faut vous en vanter. Hein. Je m'en suis pas vanté, j'ai fait un mea culpa et c'était pas de notre fête. Non, j'ai complètement assumé ça parce qu'on avait justement des tweets qui arrivaient négatifs. À un moment, on a pris la parole sur scène en disant attention, on a un problème parce qu'on est finalement à l'image des cadres dirigeants de toute entreprise et il y a principalement des hommes qui prennent la parole. Peut-être que c'est eux qui ont besoin d'être en égo et d'être sur scène. Toujours est-il que depuis ce temps-là, c'est créé dans la soirée une initiative, et je pourrais vous mettre en relation, de femmes entrepreneurs qui ont décidé de lancer un groupement de femmes entrepreneurs en matière de Silver Economy. Donc je vous mettrai en relation avec ces femmes-là en question, pilotées par Solène Brugère, et on voit que ça bouge beaucoup. Et le travail des femmes en Silver Economy, les aidantes, n'est jamais assez souligné. C'est pas une question, c'était une petite remarque. Mais c'est une remarque. On remarquera juste comme ça que le patron de Corian est une patronne. Je dis ça juste comme ça. Voilà. Et que d'ailleurs, c'est un secteur où dans les très grandes entreprises, vous êtes au moins 2 femmes dans le top 5 des plus grosses entreprises du secteur. Mais on rappellera... 2 sur 200. Non, je sais pas, non. Mais, c'est pour te provoquer. Mais il importe aussi de rappeler que 85%, en particulier dans les échelons les plus modestes, sont des femmes. Alors, est-ce que... Merci pour cette intervention qui, du coup, ça a permis qu'il y ait une vraie question ou une intervention de la salle. Est-ce que les tweets, les Facebook, les êtres humains... Et les êtres humains existent, sont normalement, là. Oui, on en parle souvent. Hein. On en parle. Ouais. Mais les êtres humains, là, sont quoi? Alors, comme on est très, très, très en retard, Aude, et Aude, elle me gronde quand on est trop en retard. Toi, tu t'en fiches, mais moi, après, elle me tire les cheveux. Et c'est hyper douloureux. Voilà. Donc, on va peut-être du coup passer à la suite. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, la suite, ce sont les prix. Alors, Aude va nous rejoindre. Eh bien, j'arrive. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vais demander à Charlotte Debré, qui est déléguée générale de la Fonda et qui est notre partenaire sur le prix, de nous rejoindre également.
Donc, comme Madame Boissard le rappelait tout à l'heure, voilà, c'est la deuxième édition du prix de la Fondation Corian cette année, qui était, voilà, la thématique cette année, c'était le libre choix et le pouvoir d'agir des aînés. Donc, comme l'an passé, notre volonté, c'est vraiment de primer des projets innovants dans les territoires sur cette thématique portée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du tissu associatif, pour justement valoriser la parole, le libre choix des aînés et valoriser également l'action des personnes qui les accompagnent. Alors voilà, rapidement, les critères de sélection voilà, s'affichent, l'utilité évidemment et le caractère original de l'action, les partenaires du projet et la capacité par les porteurs de projet de fédérer un certain nombre d'acteurs et d'un véritable écosystème autour d'eux, le potentiel de rayonnement du projet, hein, comme on l'a rappelé, voilà, c'est pas... on va effectivement récompenser un lauréat avec un prix, mais l'objectif c'est de pouvoir continuer à l'accompagner et de pouvoir mener d'autres projets, et l'évaluation évidemment qualitative et quantitative de l'action. Donc cette année, nous avons un lauréat qui va recevoir le prix de 15 000 €, mais également un coup de cœur que l'on va présenter ensuite. Donc on a reçu beaucoup de dossiers. On en a retenu 26 voilà, selon une sélection sur pièce pour vraiment valider que les critères étaient remplis. Et ensuite, 9 dossiers ont été examinés par le jury en shortlist. Le jury étant composé de Charlotte Debré, ici présente, de membres du conseil scientifique de la Fondation et également de membres de notre conseil d'administration. Voilà, Charlotte, je vais peut-être vous laisser dire 2 petits mots pour présenter la Fonda et 2 mots sur les dossiers également qu'on a reçus cette année. Ouais, merci, très heureuse comme l'an passé d'être partenaire de ce prix. La Fonda, c'est le laboratoire d'idées du monde associatif. On a à cœur de valoriser l'initiative citoyenne qui se met au service de grands enjeux de société. Évidemment, l'entrée dans une société de longévité soulève de redoutables défis auxquels un certain nombre d'acteurs associatifs, les fondations, le monde du mutualiste répondent en proposant des solutions innovantes, et quand en plus elles associent les personnes âgées à la construction de ces réponses, évidemment c'est une très très bonne nouvelle. On a eu cette année, alors je voudrais saluer quand même la qualité des outils qui nous sont fournis pour pouvoir examiner ces dossiers, parce que les critères sont très clairs et les outils sont très bien construits et permettent une instruction rapide, efficace, et donc ça il faudrait quand même souligner le travail de la Fondation à ce sujet. On a une belle moisson cette année de projets qui étaient portés par des acteurs d'horizons très variés, pas uniquement des acteurs associatifs, des gens du monde de l'enseignement, des entrepreneurs. Et on voit bien à travers cette diversité des statuts que finalement, c'est pas le statut qui compte maintenant, c'est vraiment la portée et la mission sociale du projet qui prévaut. Donc, et on peut s'en réjouir parce que les statuts ne font pas vertu, on le sait, dans le monde associatif, il y a aussi des dérives. Donc ça, c'est une bonne chose. Une bonne diversité de projets. Alors moi, j'avais fait une sélection différente que de celle qui a été retenue par le jury. Je ne dévoile pas, je ne dévoile pas. Mais en tout cas, très, très heureuse à nouveau d'encourager toutes les bonnes initiatives qui permettent à la fois de répondre à des enjeux très très importants pour l'avenir, qui nous concernent tous. On va tous un jour devenir vieux. Et puis on aura tous envie à un moment qu'on tienne compte de notre désir, et c'est essentiel. L'axe de cette année était une question vraiment essentielle pour l'avenir. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut dire aussi que c'est important pour nous d'être avec la Fonda parce que vous fédérez l'ensemble du tissu associatif, et donc il y a aussi là un enjeu absolument majeur. En effet, que chacun ne soit pas dans son petit créneau, mais que chacun soit en capacité de travailler ensemble et de repérer et d'accompagner, parce que ce sont aussi parfois des associations qui au départ n'étaient pas du tout, d'ailleurs la Fonda c'est le cas,
il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce n'était pas votre sujet. Puis à un moment donné, ça arrive parce que tout simplement, il n'y a pas le choix. Donc c'est aussi important de travailler avec des acteurs comme le vôtre. Et puis je voudrais dire aussi que l'élément peut-être majeur dans notre mode de sélection, c'est aussi qu'il peut y avoir des idées géniales, mais qui resteront géniales à un endroit. Nous, on essaie de trouver aussi des choses qui peuvent être dupliquées, refaites, et ainsi de suite, ailleurs. L'idée, c'est qu'une idée géniale ne reste pas dans un coin, reste pas sur un territoire, mais puisse être pollinisée sur l'ensemble du pays, l'ensemble de la métropole, les territoires outre-mer, et ainsi de suite. C'est aussi ça l'idée qu'on avait de manière très très forte. Et après tout, pourquoi pas, Sophie, comme Corian est déjà sur 5 pays, il n'est pas interdit que ces projets-là puissent aussi essaimer sur d'autres pays. Et inversement d'ailleurs, il arrive aussi que dans les candidats, il y a des candidats qui viennent d'autres pays. Alors, le moment est attendu, non ? Si je veux juste rajouter un point sur la moisson 2019 là, du prix. J'ai été très touchée, très frappée par ce mouvement de décloisonnement et de mise en coordination des acteurs. Et c'est un des enjeux forts aussi sur lequel on travaille beaucoup à la Fonda, d'avoir un impact plus fort en mettant en cohérence nos actions plutôt que le mode prévalent d'impact isolé où chacun continue à bosser dans son coin et où on voit bien que finalement les victimes sont les personnes concernées. Donc c'est aussi le signe d'une belle tendance émergente. On espère qu'elle se confirmera. Oui, et l'originalité, en tout cas ce qui était recherché et ce qui a vraiment été récompensé cette année, c'est l'inclusion des seniors, des aînés dans les projets. Alors c'était la thématique, mais une fois qu'on l'a dit, c'est pas si simple. Et là, c'est vraiment des projets qui sont portés et menés avec les aînés et co-construits même depuis l'initiative avec eux. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Eh bien, je propose qu'on passe tout de suite à la remise du prix coup de cœur. Alors, est-ce qu'il y a une slide derrière qui apparaît Normalement, oui, il y a une slide. Nous l'attendons tous. Et voilà, les ateliers mobilité pour les seniors. Alors, on appelle Antoine Vernier. Antoine et Benjamin, voilà, très mobiles d'ailleurs. Tu as vu, ils sont d'une mobilité extraordinaire. Hein, c'est important. Merci à vous. Tu voulais dire quelques... Non, moi j'ai trouvé ce projet très, très pertinent, évidemment, puisque la mobilité est un facteur non seulement d'inclusion, mais de prévention de l'entrée dans la dépendance. Donc tout ce qui permet de retarder l'entrée dans la dépendance est une très bonne nouvelle. Donc très, très joli choix de la part du jury. Bravo, nos félicitations. Alors on est super contraint par le temps, mais quand même, dites-nous en quelques mots... le projet, quoi. Le projet. Qui est plus qu'un projet, d'ailleurs. Qui est un peu plus qu'un projet. Donc, déjà, merci à tout le jury pour le travail qui a été fait. C'est une très belle récompense pour l'équipe du CRM qui travaille dessus sur plusieurs années pour mettre en place ces ateliers. Ouais, je vais me placer là. Pardon. Donc, déjà, le CRM, c'est une association. On existe depuis 2008. On travaille sur vraiment toutes les problématiques de mobilité des PMR, personnes à mobilité réduite, que ce soit d'origine handicap ou vieillissement. Et effectivement, les ateliers mobilité rentrent dans ce qu'on a construit, qui est une école de la mobilité, avec tout d'abord une auto-école associative où on fait de l'évaluation, l'aptitude à la conduite et de la formation, passage permis, passage du code. Et s'inscrit également ces ateliers mobilité, qui est un deuxième volet. Et à ce moment, je vais passer la parole à Antoine qui va présenter cette initiative. Donc, Antoine Vernier, je suis enseignant à la conduite et initiateur mobilité. Donc pour vous présenter rapidement ces ateliers, donc l'objectif c'est de faire découvrir aux seniors des solutions de mobilité active dans une logique de prévention afin d'éviter en fait l'abandon futur de la marche, voire même du vélo, lorsque les difficultés surviennent. Voilà. Donc, on organise ces ateliers généralement l'après-midi, sur l'après-midi, pour 15 à 20 personnes. Il s'agit d'une animation ludique et interactive, puisqu'on fait intervenir une troupe de théâtre, en fait, pour animer ces ateliers, et qui vont introduire les solutions de mobilité active. Voilà. Donc, tout cela s'organise sous la forme d'échanges avec les participants, en évoquant leurs difficultés,
voilà, les difficultés qu'ils peuvent avoir, etc. Les préjugés, les éventuelles solutions aussi qu'on peut mettre en place dans ces cas-là. Voilà. Donc dans un second temps, les participants vont pouvoir essayer les aides à la mobilité, voilà, se les approprier. Et on propose ensuite, dans un deuxième temps, si les personnes sont intéressées, d'approfondir un petit peu par une formation à l'usage de ces solutions de mobilité. L'intérêt étant de le faire en toute sécurité quand cela est intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup. Michel, je me souviens que lorsque tu étais ministre, tu avais proposé à Philippe Stark de designer des déambulateurs. Il n'a jamais repris le truc d'ailleurs. Il avait promis, même gratuitement, mais j'attends toujours. Je pense qu'il attend d'avoir l'âge de l'utiliser. Peut-être c'est ça, voilà. Et vous pourriez du coup l'intégrer dans votre structure. Hein. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il faut relooker les déambulateurs. Alors, je pensais à l'image qu'il y a derrière, qui est déjà alors, sympa. Au milieu, il y a ce qu'on appelle une draisienne. C'est un système d'aide à la marche, en fait, voilà, qui est évidemment beaucoup plus valorisant que le déambulateur et puis qui permet de se redresser. Ça convient pas forcément à tout le monde, mais voilà, à des gens qui ont des difficultés de mobilité, en tout cas, et des douleurs. On déleste le poids du corps de ce fait. Voilà. On facilite la mobilité. Et le déambulateur le sera le jour où nous aurons une égérie qui acceptera de l'utiliser et d'assumer, etc. Et on avait quelqu'un qui est Paulette Guinchard, qui venait, alors pas une égérie, mais qui était une politique, qui présidait la CNSA et qui venait avec son déambulateur. Oui, c'est vrai, et avec beaucoup de simplicité. Mais si tu veux, quand on veut mettre le truc tendance, c'est pas tellement le ministre. Oui, bien sûr, Quoique je vous jure, j'ose le dire maintenant, j'avais proposé à Montebourg de poser avec un déambulateur. Vous savez qu'il avait posé avec un Magimix et tout ça, puis on a réfléchi ensemble. Il l'aurait fait, hein. Mais on a réfléchi ensemble que comme c'était un moment où il y avait beaucoup de Hollande bashing, on dira, vous voyez où en est ce gouvernement, hein. et ça aurait été sûrement vrai en plus. On aurait eu le bashing, alors que c'était drôle comme tout. Merci beaucoup. Alors on va passer maintenant, merci à vous, on peut les réapplaudir, et puis on va demander à Sophie Boissard. Alors j'ai l'honneur de remettre le prix de la Fondation. Je voudrais d'abord exprimer à mon tour toutes mes félicitations pour les ateliers de la mobilité, dire sans dévoiler les délibérations du jury qu'il y a eu une véritable sympathie pour la démarche qui est de rendre la mobilité, restaurer le déplacement à tous, qui est quand même le début du commencement du maintien ou de la restauration de l'autonomie, pouvoir se déplacer quelle qu'en soit la forme. Dieu sait si c'est ce qui est nécessaire pour reprendre la vie la plus normale possible ou la préserver le plus longtemps possible. Mais alors, nous avons finalement, après avoir beaucoup débattu, je ne vous donnerai pas les notes, mais c'était très 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 serré dans un mouchoir de poche, on n'était pas loin des ex-aequo. Mais nous avons donc opté cette année, voulu primer un projet porté par un lycée professionnel du Perche, Nogent-le-Rotrou, c'est le projet Nermont, le lycée Nermont, qui j'espère que vous voudrez bien venir me rejoindre pour nous expliquer ce qu'il en est. Et en fait, c'est un projet magnifique parce que vous le voyez, il est porté en fait par toute la communauté étudiante, scolaire et éducative d'un lycée professionnel qui en fait, autour des métiers des services à la personne et des services en général, en fait, a construit un véritable cluster laboratoire avec les acteurs du secteur pour concevoir, tester, innover, développer toutes les innovations de services et aussi des innovations technologiques, on peut dire, dans ce territoire de Nogent-le-Rotrou du Perche. Donc vous voyez, c'est en résonance avec ce que l'on s'est dit aujourd'hui sur les métiers et sur en fait le fait que les métiers du grand âge ne sont pas des métiers repoussoirs, mais c'est des métiers tendances, des métiers qu'on peut exercer partout et dans lesquels il y a énormément à inventer. Et je pense que vous en êtes en tout cas un magnifique projet. Donc je vous laisse la parole. Écoutez, tout d'abord, merci. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on est ravis d'être parmi vous. Et on tenait sincèrement à vous remercier, car voilà, ce projet, on y croit, on y croit dur comme fer. Et vraiment, on s'est dit, voilà, nous, on en est convaincus, notre projet.
Mais le fait qu'il a attiré votre attention, on aimerait qu'il les sème. Voilà, le fait qu'il a attiré votre attention, on s'est dit bon bah ok, super, on s'est pas trompé, on a eu raison. Donc nous voilà, lycée professionnel, donc dans le Perche, on propose de la formation initiale et de la formation continue, puisque du coup on est spécialisé, on a une expertise dans les services à la personne, c'est-à-dire qu'on va aussi bien former nos élèves dans les bacs pro services à la personne et au territoire, ainsi que nos adultes. Donc tout à l'heure on parlait d'assistantes de vie, donc bah voilà, on forme aussi des assistants de vie aux familles parce qu'on est convaincu de la professionnalisation de ces emplois. Et Perche Digital est né donc d'une expérimentation à l'origine, un projet d'élèves qui nous a vraiment permis de cibler en fait les besoins du territoire, et on s'est dit ah ouais, il y a un sacré besoin vraiment en initiation à l'informatique. Il faut qu'on le développe. Il faut qu'on développe ce projet. Donc je vais laisser maintenant la parole à Madame Nicolas, notre chef de projet, sans qui rien ne se serait passé. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle puisse proposer et présenter son beau projet. Merci. Bonjour à tous. Merci encore. Donc oui, Perche Digital, c'est un beau projet qui est parti en fait d'un petit projet d'élèves. Il faut savoir qu'en bac pro service à la personne et au territoire, nos élèves de terminale, dans le cadre de leur bac, doivent passer une épreuve qui consiste à mener un petit projet. Et donc, on a vu des demandes de quelques communes. Est-ce que vos élèves ne pourraient pas initier nos seniors, nos habitants à l'outil numérique ? Pas de souci. On démarre. Et on a profité de ce moment-là en fait, pour faire passer les enquêtes. Il faut savoir que cette année, on a quand même formé 100 seniors. Donc c'était très très honorable pour nos élèves. Et on a fait passer les enquêtes pour vraiment recueillir les réels besoins. Et à l'époque, la question qui se posait, c'était la question de comment on va déclarer nos impôts en ligne. Et c'était vraiment je sais pas pourquoi, l'inquiétude première, et une grosse inquiétude, et notamment les démarches administratives en ligne et tout ce qui s'ensuit. Donc on s'est dit c'est parti, on monte un projet. Donc on a beaucoup travaillé avec Madame Auger. On a sollicité le conseil départemental, la maison de l'autonomie, on a été aussi bien accompagnés au démarrage. Et puis en 2017, on a commencé, on s'est dit allez hop, on a 3 ans pour commencer. Objectif 1000 seniors, on n'a pas peur. Aujourd'hui, donc, ça ne fait pas encore 3 ans, on a 1005 seniors depuis 2 semaines sur le projet. Donc on est très contents. Très contents. Avec beaucoup de satisfaction, je présume, puisque ça commence vraiment à s'aimer sur tout le territoire. Donc c'est 1005 seniors sur le territoire percheron pour l'instant. C'est vrai qu'on commence à avoir des demandes des autres territoires, Drouais, Chartrain, etc. Donc c'est pourquoi aussi on a besoin de financement pour pouvoir pérenniser le projet, parce qu'il faut savoir que ce projet est entièrement gratuit pour les seniors, bien évidemment. Nous, on se déplace dans chaque commune avec un minibus, avec des tablettes, des ordinateurs. Et le petit plus du projet, c'était en fait le lien intergénérationnel. Nos 130 élèves, on a un petit établissement, et notre 60aine d'adultes en formation adulte participent au projet, viennent avec nous au cours de l'année et accompagnent les usages numériques avec les seniors. C'est-à-dire qu'on a une initiatrice référente, qui est Fanny, qu'on peut applaudir bien fort, qui est vraiment le visage clé de Perche Digital. Et donc à chaque fois, il y a des élèves, des stagiaires adultes aussi qui l'accompagnent. Elle fait un cours, on donne un cours papier parce que nos seniors aiment bien avoir le petit papier à la maison pour s'entraîner. Et puis les élèves accompagnent. Et il y a des temps d'échange, bien évidemment, etc. Je vais essayer de faire vite pour conclure. Cette année, on travaille sur la 2e phase de notre projet, à savoir la mise en place d'un lieu totem, d'un living lab des services à la personne sur notre territoire. Donc on commence à travailler avec des petites startups, des services à la personne, alors montres connectées, ça peut être des applications, etc. Et donc nos seniors font partie intégrante du projet puisqu'ils testent, donnent leur avis et co-construisent avec nous. Ce lieu totem, donc là il est en création, en expérimentation cette année, et on espère pouvoir l'ouvrir d'ici 2 à 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Tiens, merci. Tiens, prends-le. J'appelle peut-être qu'on fasse la traditionnelle photo. Charlotte des lauréats. On la dérange. Justement, elle était sur sa tablette. Merci. Merci à
Et bien sûr, comme les lauréats de l'année dernière, on sera très intéressés, attentifs à suivre le développement de votre lab, de votre Living Lab. Et on a bien l'intention de pouvoir y venir et de voir comment est-ce qu'on peut le connecter avec nos établissements et nos implantations sur place. Et si vous pouvez faire école dans d'autres territoires, ce serait magnifique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bravo, c'est la vie quand même. Génial. Quel talent. Super. Et d'ailleurs, l'idée, c'est peut-être que le conseil scientifique, l'ensemble, on fasse une séance justement sur place. Pas de souci, on vous attend. Parce que, encore une fois, le truc, c'est qu'on voit bien dans votre action, c'est pas une expérience, puisque c'est déjà mené, c'est que ça demande surtout de l'huile de coude et du jus de crâne. Et de l'envie. Voilà. Et ça peut se faire sur tous les territoires. Et un grand sourire et beaucoup d'énergie, c'est ce qu'on voit. Et tout ça, normalement, chaque territoire devrait en avoir. Sinon, il y a un vrai sujet. Donc, on espère pouvoir aider justement à ce que ce soit présent sur plein d'autres territoires. Et c'est totalement en phase avec notre plateau et avec tous les enjeux autour des métiers. Donc, super. Merci d'avoir proposé. Vous arriviez juste pile poil. Et quand je dis pile poil, c'est... voilà. Merci. Peut-être juste quelques mots pour conclure ce plateau avant de vous inviter à partager le traditionnel verre de l'amitié et d'aller peut-être rejoindre Serge, cette fois-ci en tant qu'auteur. Derrière, je vois que ses livres sont déjà tout prêts pour la séance de signature. Vous remercier d'abord, remercier nos intervenants, remercier Madame la ministre Michèle Delaunay pour leur témoignage. Je crois qu'on a vu aujourd'hui à quel point la problématique des métiers est centrale. Je rebondirai sur ce qu'a dit Michèle Delaunay. Tout commence par là. Et sans une vraie mobilisation autour des métiers de l'autonomie ou du grand âge, selon la façon dont on veut les apprendre dans toutes leurs dimensions, on n'arrivera pas à proposer, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Pierre Gauthier, on n'arrivera pas à proposer des services, un accompagnement digne et de qualité sur l'ensemble du territoire. La bonne nouvelle, je crois, c'est qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui fleurissent partout. Et ce que je voudrais peut-être dire pour terminer, comme je le fais souvent, pour nous, Korian, en tant qu'entreprise de services, d'accompagnement et de soins, je pense que c'est aujourd'hui notre enjeu numéro 1 et qu'avant de se tourner, comme c'est un peu traditionnellement le réflexe, surtout en France, vers les pouvoirs publics en disant que fait-on, et c'est d'abord à nous prendre en main, comme je dirais toutes les grandes branches professionnelles du pays, et de nous organiser pour construire, développer en partenariat, évidemment pas nous tout seuls, mais avec les autres acteurs du secteur, public, privé, associatif ou à but lucratif, pour construire en fait ces filières de formation en s'appuyant sur des lycées et sur des établissements dynamiques, en s'appuyant aujourd'hui sur les instituts de formation qui existent et en construisant vraiment nos campus des métiers de la santé et du grand âge, qui soient à la fois des lieux dans lesquels on promeut et on fait connaître la réalité humaine et les potentiels de ces métiers qui sont si riches, en construisant aussi notre matériel pédagogique. On voit aujourd'hui que les formations, que ce soit pour des paramédicaux ou que ce soit des formations médicales, on a entendu aujourd'hui le témoignage d'Arnaud, sont aujourd'hui parfois tellement éloignées de ce dont on a besoin pour bien accompagner les personnes âgées, très âgées ou fragiles, et puis d'être capable, à partir de ce matériau pédagogique, de labelliser ou de travailler en partenariat avec un grand nombre de centres de formation en France, pour être capable de former partout où on en a besoin. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un rêve. Vous franchissez la frontière, vous franchissez le Rhin, et nous on le voit tous les jours en tant qu'acteur en Allemagne, ça existe. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est d'avoir entendu en France 65 000 postes d'aides-soignantes vacantes. On est presque encore à 9% de chômage. C'est dingue. Quand on pense à ça, c'est dingue. En Allemagne, on est à 0% de chômage, entre 1 et 0. Et il y a 30 000 de postes d'aides-soignants ou d'équivalents aides-soignants vacants. Ça reste difficile, mais l'Allemagne a réussi depuis des années à construire un système d'alternance qui marche. Et dans chaque ville,
et pas dans chaque ville universitaire, dans chaque petite ville, il y a un centre de formation pour des soignants, pour des infirmiers, pour des paramédicaux qui recrutent dans le bassin local, qui fait de l'alternance. Donc on se forme en 3 ans, on est payé, on a un contrat de travail, on est intégré dans une équipe, on apprend son métier, on apprend différentes formes d'exercice du métier. Et à la sortie, on a évidemment un emploi et des capacités de développement qui permettent de poursuivre ces carrières et ces développements dont parlait Michel Delaunay. Il faut que la France, aujourd'hui, s'approprie ce système d'alternance sur les métiers de la santé. Je crois que c'est exactement là le plaidoyer du rapport Libault et en réalité derrière le rapport Libault tout le secteur. Et ça passe d'abord et avant tout par une mobilisation des grands. Alors il y a la Croix-Rouge qui est évidemment avec 11% des capacités de formation évidemment au tout premier rang. Mais je crois qu'entre Croix-Rouge et différentes entreprises acteurs du secteur dont nous, il y a vraiment des choses à construire. Et je voudrais dire qu'il n'y a aucune raison pour que nous, professionnels de la santé, nous nous interdisions de regarder ce qu'ont fait avant nous les grands métiers industriels dans le pays. Quand on regarde aujourd'hui les industries autour de la mer, des métiers de la mer, les industries de construction navale, tous ces métiers qui ces derniers temps étaient confrontés à des grandes difficultés de renouvellement démographique, ils ont su se prendre par la main et reconstruire complètement des filières de formation intégrées autour de l'alternance. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on construise des vrais campus de la santé. Et moi, c'est vraiment un appel que je lance à l'ensemble de mes collègues du secteur pour qu'on arrive à faire en France dans les 3 ans qui viennent ce grand bond, parce que je suis absolument persuadée que sans une initiative du secteur dans toutes ses dimensions, eh bien, dans 3 ans, on se retrouvera exactement au même point. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, tout a bougé. Avec la réforme de l'alternance, la constitution aujourd'hui d'un OPCOM de la santé, c'est chose faite. On va rassembler les moyens de financement. Il y a des besoins. On sait exactement comment faire évoluer nos métiers. Et donc, je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et plus globalement la dynamique, moi, me rend très, très optimiste sur notre capacité ensemble à réussir cette révolution des métiers. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un prochain plateau. Thank you.